Alors, donc voilà, moi je serais intéressé, on continuerait comme ça sur propos scientifiques, mais on va avancer. Et il y a ta vie civique, si je puis dire. On va essayer d'aborder. D'abord, on l'a déjà abordé, hein, avec le propos scientifique, avec ce que tu viens de dire. Tu es déjà en plein, tu es hors du cadre de l'enseignement. C'est-à-dire que tu es acteur, quoi, acteur civique. Alors, bon, et moi, je suis parti, je n'ai pas vraiment suivi, c'est de loin. On parlera de la Tribune des démocrates. C'était un hebdomadaire, je crois, Ouais, ou un ouais, bi-hebdomadaire ouais. pendant longtemps, où tu as été actif aussi, où tu m'as donné l'occasion aussi de publier des choses. Mais avant cela, je ne sais pas par où commencer. J'ai noté en vrac, je crois que tu as été déjà dans la Ligue togolaise des droits de l'homme, ou bien Membre avant, il y avait un fondateur de la membre Ligue fondateur. togolaise des droits de l'homme. Il y a eu le CAR, mais avant cela, il y a eu d'autres. Avant, c'était la Ligue togolaise des droits de l'homme, la première association Ouais, privée ouais, créée sous le règne du parti unique ouais, qui interdisait toute création d'association dehors du RPT. ouais, Mais on a défié le hmm, régime ouais. et on a créé la Ligue togolaise des Les droits de droits de l'homme l'homme. le 20 juillet 1990. Oui. Mais déjà, comment c'est venu ça là comme ça, pour ceux qui ne sont pas Oui, c'est aussi au dans le courant? mouvement propos-scientifique un peu. Parce que tu Hmm, vois, des gens comme Agboibo, oui, Yaovi Agboibo, oui. qui fut président du CAR plus tard, ben, il venait de temps en temps à nos conférences Ah oui, que vous publiques. faisiez là, Oui, en ville. oui. Il y Oui, avait Jovi Gali, cet ouais. avocat aussi, et puis beaucoup de gens de la société, ils venaient Hmm, assister à nos conférences, etc. Donc, je te dis, il y avait un besoin. hmm. On parlait de démocratie, démocratie, On il est faut tout faire fait, on est tout démocratie. fait. Donc, tout le monde déjà dans sa tête était préparé à un changement par Ouais, rapport ouais, au parti unique, ouais, ouais. hein, et à l'animation, la chose la plus détestable qu'on ait Hmm. vécue sur le parti unique. Oh mon Dieu, Hein. ça, Oh, c'était une horreur. oh, c'est pas C'est-à-dire que possible. le jour où Pas ils ont possible. cessé de passer ces trucs-là à la télé, à la radio, C'est pas c'était un possible. grand ouf de soulagement. C'est pas Et possible. on cessait des trucs dans cette C'est école. Des conneries, des mensonges. c'est une Hein, bêtise absolue, sur il absolue. y a des maçons au régime, C'est alors que le pays était par terre, endetté, on était sous le PASS, programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale et tout, parce qu'ils ont tout pillé, tout détruit, et pourtant on faisait du bonhomme un Animation. dieu, Ouais, hein, animation. dieu de la Animal. terre, La et le télé, surnommait-on. je me souviens Hein. de ça. Donc c'était une horreur, et puis Hmm, donc il y avait ce besoin de changement, et quand la CNDH a été créée, hmm, parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples réclamait aux pays africains de créer une commission nationale des droits de l'homme. Donc, quand Yadema est passé, influencé par Agboibo, qui l'a un peu hmm. manipulé dans ce sens-là, Ah oui, d'accord. Ouais. pour lui dire que oui, il va être le premier, on va le chanter, il Ah adorait oui, ça. il lui a présenté ça comme cela. Oui, donc il a accepté, et à son grand étonnement, euh, J'étais, Yadema voyait un travail enfin, de ça par rapport aux abus de son ah régime. ouais, que ça Hein? ouais, c'était Donc pas on ce qu'il allait voyait. faire libérer les gens, arrêter arbitrairement la gendarmerie au commissariat, partout, etc. etc. Et puis, il y a eu une revue, il a créé une revue de la CNDH, là, un journal, là, Hmm. et il nous a sollicité, Kwakouvi, moi, d'autres personnes, etc. On a publié dedans. Une fois, ça a eu beaucoup de succès. La deuxième fois, Agboibo a été littéralement convoqué à Lomé 2. Ouais, c'est On sérieux. l'a menacé de l'arrêter et tout et tout. Et puis, ils avaient tiré 1000 exemplaires, etc. Mais ça a eu tellement de succès. On a tiré à 10 000 exemplaires. Ils ont dû cacher. Lorsque ça a commencé à faire du bruit, chaque baron achetait son numéro et allait à Lomé 2 se plaindre. Voilà ce que Agboibo a pris. Voilà ce que Ah c'est. oui, d'accord. Donc, on avait écrit dedans. Et le, Ouais. le gros lot avait été caché Caché, ouais, pour ouais, qu'ils ouais. ne viennent pas ramasser. Pour ne pas attiser le. Ouais. Et tout ça s'est écoulé facilement. Donc là, les barons ont commencé à travailler contre Agboibo pour dire non, il veut vous renverser, il veut ci, il veut ça, Ma etc. parenthèse, Agboibo n'était que, entre guillemets, avocat. Il Oui, il n'était était avocat. pas dignitaire, il n'était pas dans le circuit. Bon, il était avocat, il était plus ou moins, puisqu'il n'y avait que ça à l'époque, c'est lui qui, semble-t-il, défendait plusieurs sociétés d'État Ah d'accord, de ok. l'époque. D'accord, ok. Donc, D'accord. Mais en tant qu'avocat. oui, en d'accord. tant Pour sa qu'avocat. profession. Bon, mais D'accord. avec
quelques liens avec Mais je dis par là qu'il a quand même commencé à défendre les droits de l'homme, enfin, par Oui. conviction Voilà, civique, quoi. par conviction. Voilà. Et puis, on s'est dit, à plus tard, Ouais. parce que des gens comme Kwakouvi, moi, Tete Afan, on était autour de lui. Hein. C'est nous-mêmes qui le conseillions d'ailleurs. Afan et moi surtout. Maintenant, à côté de ça, c'est l'État. L'État ne peut pas lui-même défendre les droits de l'homme, puisque c'est toujours contre l'État que ça se passe. Bien sûr. Donc, il faut une organisation privée. Donc, l'idée s'est posée entre certains avocats et certains professeurs de l'université, et on a lancé l'idée d'une commission nationale. Voilà, de Ligue togolaise des droits de l'homme. Et dès que ça a commencé, c'est Kofigo qui était le premier président. Jusqu'à être choisi comme Premier ministre à la conférence par la nationale. Suite, en tant que LTDH qui faisait partie du phare, Fonds des associations pour le renouveau, à l'époque. Donc, comme lui n'appartenait à aucun parti politique, et nous voulions, l'idée était surtout de moi et de certains, que le prochain Premier ministre soit neutre par rapport au parti politique pour bien organiser les élections. C'était ça l'idée. Donc, c'est lui qu'on a pris, parce qu'il était face à Ninevi, président de la CDPA, donc ce n'était pas très sain. Quelqu'un qui est présidentiable lui-même gouverne, voilà, forcément ça allait. La couverture à lui. C'était ça l'idée. Donc, il y avait ce besoin-là. Et vous avez créé donc en fait, bon, on va aller naturellement. Il y a eu donc déjà la première chose, donc c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui a été créée. Ensuite, alors le CAR n'est pas venu tout de suite, non? Le CAR c'est après. Mais mais c'était parallèle, c'était quoi? Non, le CAR c'est par rapport au phare. D'accord. Quand toutes ces associations se sont créées, il y avait au moins 4 mouvements étudiants, le MEL, l'OUL, depuis je sais il y a beaucoup de choses, deux autres, etc. Et ils sont venus, ils sont allés voir Agboibo, Afan, etc. Nous qu'ils veulent faire un mouvement, une marche samedi pour encore leurs problèmes. Il y avait beaucoup de répression, etc., etc. Et beaucoup de grèves sur le campus à l'époque. Et puis, des affrontements entre étudiants, les étudiants qui veulent la démocratie, les vrais citoyens inconscients, et ceux qui soutiennent la dictature. Le HACAM, ils étaient le HACAM. Donc on les armait de gourdins, parfois de pistolets, etc. Pour semer la terreur. Pour semer la terreur. Et ils affichaient nos noms de certains d'entre nous sur tous les bâtiments de l'université. Liste noire, liste rouge, des gens à tuer prioritairement, etc. Donc des étudiants qui se montrent aussi sauvages, aussi criminels. Est-ce que ça peut donner des intellectuels? Non, ça ne peut fournir que des tarés. Et on le voit encore aujourd'hui. Certains de ces gens-là ont des places importantes dans le système. Et vous voyez, le système, il est par terre. Le système, c'est la tare qui règne. Donc, par rapport à tout ça, donc, il y avait un besoin de changement. Bien sûr, tout simplement. Les gens voulaient changement, démocratie. C'est-à-dire, toutes nos conférences, il y avait toujours démocratie. Quel que soit le sujet, on parle littérature, les intervenants dans les débats. C'est-à-dire, les débats étaient encore plus riches. Parce que chacun voulait s'exprimer, dire ce qu'il avait dit, au moment, à une époque où tout était bâillonné. Voilà. Et il y a même une pièce de Banou qui était très intéressante, parce que ça commence avec, il y a une barrière, la gens ont fait, toutes les personnes étaient bâillonnées. Et les gens disent, il fallait voir les gens crier dans la salle. Tout le monde avait compris le symbole. Bien sûr. Et, comme je l'ai dit, on nous attendait sur le trottoir pour voir comment vous allez être embarqués. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ils ont piétiné des tabous. Ces jeunes écrivains, c'est ce qui est bien fait. Ils ont osé. Ne serait-ce que par la parole, tu vois. Oui, ils ont osé. Il y a quelque chose. De toute façon, toute révolution commence par la parole. Et c'est ça qui est intéressant. Les gens n'ont plus peur de parler, de s'exprimer. C'est vrai. Et celui qui a vu le Togo sous le parti unique et le Togo à Lomé, en tout cas à partir des années 85 jusqu'à 90, c'était autre chose. C'est autre chose, c'est vrai. Parce que des gens ont osé bousculer ceux qui avaient cours. Il y a eu une phase. Et même à l'époque, en 90, en décembre, je crois, j'ai été convoqué dans le bureau des Yadema à la présidence. Carrément. Parce que j'avais écrit un article, moi je signe tous mes articles,
j'avais écrit dans le journal La Topani Express un article dénonçant le clergé togolais, les catholiques surtout. Parce qu'ils avaient fait une déclaration à l'époque avec Monseigneur Dosset, disant qu'il fallait que Yadema reste encore éternellement au pouvoir, et PDK, Wadeka, tout ça là, un an, cheveux blancs, des tas de trucs comme ça, alors que les prêtres au Zaïre demandaient à Mobutu le changement, la démocratie. Donc je les ai dénoncés avec virulence, hein, je les ai traités de tous les noms, et c'est pour ça que un chef d'État me convoquait. Est-ce qu'il est l'avocat du clergé? Toute affaire cessante. Oui. On trouve moyen. Voilà, j'étais en plein cours à l'ESSD, École supérieure de secrétaire de direction sur le campus. Je dois donner un cours de français là-bas. Et la secrétaire vient me voir que on me demande au téléphone. C'est quoi? Personne ne m'a réclamé. Qui c'est que je suis dans cette affaire? Et j'y vais. Et c'est Goguet, qui était le vice-recteur à l'époque, c'est-à-dire le vice-président de l'université. Le candidat à la présidentielle, là, il était vice-recteur. Oui, il était vice-recteur à l'époque. Et je dis, allô, qui c'est? Il dit que c'est lui que le président me demande. Le président. Lequel président? Mais il dit, mais le président de la République me connaît. Mais je ne connais pas où j'ai fréquenté ces endroits, moi. Il dit, ah, qui te demande, il faut aller tout de suite. Je dis, bon, je ne peux pas y aller tout de suite de toutes les façons. J'ai invité une collègue, Madame Amenda, avec moi, pour faire une petite conférence, parler aux étudiants, pour qu'ils puissent faire des comptes rendus, quoi. Ça va faire, ça. Donc, je ne peux pas partir tout de suite. Donc, c'était vers 8 h par là. Alors, je viens voir Madame Amenda, je lui dis, bon, on m'appelle à la présidence. Bon, je suppose que c'était politique, de toute façon. Forcément, oui, sans doute. Et je dis, bon, continue, je vais être avec toi encore une demi-heure, puis je vais y aller. Et je me pointe là-bas, une barrière, 2 barrières, 3 barrières, talkie-walkie, patati patata. Et finalement, je rentre dans une grande salle d'attente, mais bourrée de monde. Hein. Ah bon? Vers 9 h, je dis, oh, je suis foutu, quoi. Je dis, mais à 16 h même, je ne serais pas reçu. Tu vois la foule qui attendait? Mais à peine le flic qui écrivait les noms là m'a fait asseoir, 3 minutes après, on vient m'appeler, c'est appelé de Hamar, etc. Et c'est le ministre Benyo Amegbo. Conseiller, il était conseiller, non? Il était conseiller il était dans la présidence. Directeur de cabinet, ministre, ah bon? D'accord. Ministre de je ne sais plus quoi, qui me cornaque. Moi, je croyais que c'est lui que j'allais. Et je le suis. Et dans un couloir, là, il y a une porte dorée, là, peut-être en cuivre, je ne sais pas, là, qui s'ouvre, là, puis je lève la tête, là. Et c'est Adema qui tend la main déjà. J'étais à 2 mètres de lui. Bonjour, monsieur le président. Ah, c'est vous, le professeur Adema? Oui, c'est moi. Bon, et puis on s'assoit là, et puis je suis à gauche de son bureau, qui est au milieu, et le ministre dit la chaise de droite. Alors il dit oui, que pendant qu'il était absent, là, il était à Bamako, je ne sais pas, que les étudiants ont beaucoup déconné, il y a eu des manifs et de la casse, bien entendu, etc. Il dit que les gens n'ont pas compris la démocratie. Il me dit, mais la démocratie, il faut l'enseigner aux gens, il faut leur apprendre. Donc, nous, on est enseignants, faites-nous faire des conférences dans les lycées, les collèges, etc. Il faut apprendre aux gens. Oui. Et Amegbo dit ça, se fait dire non. Le conseiller là. Oui, le ministre a dit ça, je dis non. Il a dit si. Moi, j'ai dit non. Amegbo dit si. Je dis non. Je dis non. Comme ça, dans le bureau? Oui. Et ce qui est bizarre, c'est que Amegbo rigolait, quoi. Ah bon? Peut-être il n'a jamais vu personne tenir tête à Yadema, quoi. C'est possible, en fait. C'est ça que je dis, comme c'est son patron. Il s'agenouille tous devant lui et lui monte, etc. Donc, moi, je disais la vérité, j'étais sincère, c'est tout sans calcul. Donc, donnez-nous les moyens, on va aller le faire, etc. C'est tout. Et il dit ça, il a dit, bon, ça suffit, comme je n'acceptais pas qu'ils disent que ça se fait. Finalement, je lui ai dit, quelle est la tête de votre article? Il a dit, mais la trahison du clergé togolais, un truc comme ça. Eh bien, voilà, mais c'est grave. La trahison. Monsieur Apet Boama, mais c'est grave. Mais je dis, mais
Au Zaïre, les gens disent il faut la démocratie, il faut le changement. Mais eux, ils disent ils sont les bergers du troupeau. Le troupeau dit je veux aller là, etc. Et puis eux, ils disent non. Que ça veut dire quoi? Mais c'est la trahison. Hein? Et puis on a discuté. Non, non, non. Donc, et puis finalement, bon. Et puis, pendant la discussion, oui, il a dû appuyer sur un bouton. Moi, je n'ai pas vu. C'est sûr, ils ont des choses, ouais. Un policier Ouais. est rentré, un officier, et il lui a parlé en kabyle, voyant presque. Ah, il a donné un ordre, en fait. Seulement, il a donné un ordre. Je crois que c'est mon comité d'accueil qui a été décommandé. Parce qu'on avait préparé, donc, De me en coffrer, fait, on te... de me coffrer après, quoi. En sortant, tu Oui, allais... je suppose. Ouais, il y avait quelque chose de... Je suppose. Ouais. Mais en fait, je crois que ma sincérité a dû C'est en fait, il a dû te voir. décomplexer, comment dirais-je, Enfin, dérouter, quand le mot oui, m'échappe, mais oui, le bonhomme. c'est tellement audacieux qu'on se dit que c'est sûrement un petit fou. Oui, peut-être, oui, oui, je vois ça comme ça. Qu'est-ce que le ministre faisait que se marrer, quoi? Comme tu te marres en ce moment, quoi. Ah, il se marrait. Non, mais Le ministre, lui, il savait ce qui t'attendait. Ben, bien sûr. Il devait se ben, dire. c'était un Il dit, mais complot. c'est un fou. C'est un Oui. petit fou. Il ne sait pas ce qu'il Mais attend. le ministre ne faisait que se marrer, quoi. À chacune de mes réponses, quoi. Donc voilà, en fait. Et en fait, il a été. Comment dire? Il s'est aperçu que non. En fait, je parle. Oui, comme moi je l'avais dit, je dis, donnez-nous les moyens de faire, on va le faire. Que nous, on n'est pas là pour faire de la casse. Ouais. Hein? Nous, on est là pour le changement démocratique. Pas possible. Hein? Nous ne sommes pas violents. Tellement, il y a tellement de choses, le CAR, la FIDH, etc. Mais bon, on va aller. À un moment donné, il y a eu quand même des élections libres. À un moment donné, dans ces années-là, il y a eu des élections libres, mais tu n'as jamais souhaité être candidat à la députation. Oui, bon, des élections en 1994, les législatives relativement libres et relativement pas trop truquées. Bon, j'étais membre du bureau du CAR à l'époque, Comité d'action pour le renouveau, qui était le grand parti à l'époque, des années 90. Mais j'étais le seul membre du bureau à refuser d'être candidat, malgré toutes les sollicitations. Je dis, bon, député, ça ne m'intéresse pas parce que je vois comment le RPT a dressé la population. C'est-à-dire que c'est le parti qui donne de l'argent aux militants. L'argent volé au peuple. Oui, bien sûr. Hein? Donc, alors que c'est les militants qui doivent cotiser. Donc, dans les choses aujourd'hui, toutes les organisations souffrent. Les militants ne cotisent jamais. Non. C'est rare. Non, bien sûr. Même dans les partis politiques, ça ne cotise Personne, pas. ouais. Les partis politiques, tu vois, dans telle section, ils demandent de l'argent. Les associations, les gens ne cotisent pas, mais ils demandent de l'argent. Donc, il y a cette idée dans la tête des Togolais que celui qui a un mandat, c'est lui qui doit donner de l'argent, etc. Et je vois déjà quand les gens installaient le parti dans toutes les régions du Togo, les gens disent, ah, tel j'ai dû donner tant, 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 tel dit que c'est la rentrée, ses enfants ceci, ou que sa femme va accoucher, il faut tant, tant, tant. Qu'est-ce que c'est que ça? Que moi je ne fonctionne pas comme ça de toutes les façons, ça ne m'intéresse pas, et je ne vois pas quelle importance je vais avoir dans une assemblée où tu constates que tu n'es pas allé à la même école avec les mêmes personnes, quoi, avec les gens en général, quoi. Vous n'êtes pas allé à la même école et puis ils ont d'autres comportements, d'autres attitudes. Bon, mais comme un parti, c'est un fourre-tout malgré tout, donc des gens qui viennent de partout, on ne se connaît pas, et puis on est là pour faire un changement. Mais les gens, fondamentalement, n'ont pas été formés politiquement, n'ont pas une conscience politique. Parce que beaucoup ont dit c'est le changement, ils sont venus. Et certains avouent que c'est parce qu'on dit il y a changement qu'ils sont venus. Ils n'ont jamais milité, n'ont jamais lutté, quoi que ce soit, n'ont même jamais parlé. Tu vois? Alors que ce n'était pas interdit, mais parce qu'ils avaient peur. Il y avait la terreur. Donc on ne peut pas trop leur reprocher non plus. Mais ce qui fait que je ne voyais pas quelle importance, quelle utilité j'aurais dans une assemblée. Député, d'accord. En fait, oui, c'est vraiment cette partie de ta vie, l'activité politique tellement riche qu'on ne peut pas tout, on peut vraiment pas tout aborder. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête dessus deux aspects. Il y a eu la conférence nationale, donc tu faisais partie
je ne sais plus quel était le nom de le présidium, ou enfin, je ne sais plus. J'étais au nom du CATR, Comité d'action contre le tribalisme et le racisme. Et c'est à ce titre donc c'est une association créée en décembre 90, je crois. D'accord. Et tu siégeais donc à ce titre donc, oui, j'étais le représentant de cette association autour de Monseigneur du phare, qui faisait partie du phare, dans au HCR, non, c'est pas du HCR de la Conférence nationale. Oui, voilà, oui. De la Conférence nationale. Oui, d'accord, oui, j'étais en tant que délégué du CATR. D'accord, en tant que cela. Et puis, il y a donc, les deux se tiennent, bien entendu. Il y a eu aussi, bon, il y a eu des agressions. Tu as été agressé, je veux dire, tu pourras nous le dire, enfin, tu as été agressé plusieurs fois physiquement, mais il y a eu aussi, je ne sais pas comment nommer ça, une attaque contre vous, pas que toi, mais les autres du HCR. On était pris en otage par l'armée. Voilà. Donc il y a les deux là. Juste nous dire, voilà, déjà, rapidement, le travail ou l'ambiance, ou comment dire, la conférence nationale, comment tu voyais ça, comment tu as vu ça? Oui, la conférence nationale, bon, c'était la grande libération de la parole. Parce que les gens se sont vraiment défoulés. En 92, en 1992. Oui, 92. Ouais. Tu parles de 92, 91. Oui, cette phase-là. 91, c'est la conférence nationale. Ah, c'est la 91, pardon. Oui, 91. Pardon. Donc, en 91, c'était le grand défouloir, si tu veux. Hein? Parce que les gens étaient masqués, les gens avaient peur. Et puis, quand ça a commencé, les gens avaient sorti des dossiers, ils avaient peur de parler. Je fais le constat. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais parlez! Ah, ils avaient peur. Alors, je suis allé voir le présidium. Et j'ai dit à Fabre, Jean-Pierre Fabre, qui était secrétaire du présidium à l'époque, je crois, je ne sais plus, etc., de me faire passer devant tous les autres là, qui étaient inscrits, pour que je puisse parler, dire des vérités vêtements, pour que ça puisse débrider les gens, quoi. Et effectivement, j'ai lu le texte du CATR concernant le tribalisme dans l'armée togolaise. Nous avions dit aux soldats de se libérer par rapport à la terreur qu'on leur imposait aussi, etc., et de suivre le mouvement démocratique, etc., etc. Et nous avons donné la liste de tous les officiers, leur origine ethnique et tout, et pratiquement 80% de l'armée à l'époque était de l'ethnie des Adémas. Et puis pire, dans l'état-major, 50% des officiers étaient de Pia. Hein? Donc, déjà, on a dit aux gens, les soldats aussi sont opprimés, on les maltraitait, ils étaient battus, torturés, etc. On ne les respectait pas, on te met autour de garde, on t'oublie là-bas pendant une semaine, un mois, et ils sont obligés de mendier dans la rue pour bouffer, etc. On les oubliait même. Ouais. Et ce sont ces militaires à l'époque qui ont le plus profité du changement démocratique. La libération. Mais malheureusement, c'est eux qui ont le plus tabassé la population par la suite. Hein, voilà les contradictions. Mais la Conférence nationale souveraine a fait le bilan d'un régime de terreur et a dit qu'il faut changer, faire des lois, une nouvelle constitution démocratique et tout. Mais Adema ayant eu peur, parce que l'armée avait participé, avait une délégation, avait eu peur de la contagion démocratique qu'il y a eu au Bénin, et a fait retirer lâchement son armée. Donc, ils ont retiré de des travaux. Donc, tout ce qu'on a pu faire, comme il gouvernait avec l'armée, c'est une dictature militaire, non, les militaires ils ne se sentent pas concernés. Son état-major à lui, quoi. Ils ne se sentent pas concernés par tout ce que les gens redisent. Donc, pour continuer le coup d'État permanent, quoi. C'était ça. Donc, ce gars avait peur de la liberté. Tout simplement, il ne voulait pas... À cause des abus, c'était la lâcheté aussi parce que la reddition de comptes lui faisait peur avec tous ces barons. Ils ont tellement torturé, tellement malmené la population qu'ils avaient peur... qu'on leur demande des comptes. Et donc, naturellement, ça n'était pas courageux. Ça aboutit donc à, quand même, bon, il y a eu pas mal d'étapes, mais à cette attaque contre vous, quand vous siégiez à l'époque. Oui, ils ont même fait une tentative de coup d'État pour empêcher d'arrêter la conférence nationale. Ils ont sorti l'armée, les chars, etc., qui avaient entouré le palais des congrès, non? C'est ça? Non, l'hôtel 2 février, c'est là que ça se faisait. D'accord. Voilà.
Donc, mais on a continué malgré tout. On a dit non, donc à faire ce qu'ils veulent, nous on continue. Et les jeunes étaient massés un peu partout, tout autour, etc., pour intervenir, etc. Les jeunes se manifestaient comme notre bouclier. Ah oui, pour pouvoir... Le fer de lance de la lutte pour le changement, c'était les jeunes. Hein? Il faut, ça me fait penser qu'il faut le dire ouvertement que les Togolais ont beaucoup souffert, hein. Ils se sont beaucoup sacrifiés pour le changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit la situation, on a l'impression qu'on n'a pas été courageux. Non. Mais en fait, on a fait plus. Ils n'ont rien vu sur le... C'est-à-dire que c'est... Et à des mains, parce qu'il y avait les fusils qui a semé la terreur, qui ne voulaient pas, etc., avec la complicité de ceux des étrangers qui l'ont mis au pouvoir, la France, etc., tout, comment ça s'appelle ça, l'Union européenne, les États-Unis, etc., bon, ce sont eux les complices. C'est-à-dire que tant que lui, il leur permettait de piller le Togo, d'avoir la main mise sur le Togo, faire main basse sur le Togo, bon, il pouvait rester. Je me souviens que Charles Pasqua était venu avec Marcel Debarge, enfin non, Pasqua, je ne sais plus qui, il y a un moment donné, il est venu et il avait l'opposition, les chefs de l'opposition sont allés le voir et il leur a dit crûment, vous savez, Charles Pasqua, l'ancien ministre français, c'est un homme assez bon. Il a dit, ouais, mais c'est notre homme, c'est notre ami, et nous allons le défendre. Il a dit ça crûment. C'était ça leur marionnette. Il avait dit, non, ils l'ont dit crûment. De loin, depuis Paris, je me souviens avoir lu. Voilà. Il a dit ça, que c'est notre homme, c'est notre... Même quelqu'un qui était disons, qui incarnait la morale de la gauche française, le socialiste Jacques Foccart, il est venu ici avec... il avait rencontré Michel Rocard. Foccart, c'est non, c'est pas lui, c'est Michel Rocard. Ouais. Il avait rencontré Lecard à l'époque, à Goïba, etc. Il était invité au restaurant, ils ont mangé et tout. Et il était à fond derrière l'opposition togolaise, les démocrates togolais. Mais il a dit, tiens, il y a des gens qui cherchent à le voir. Il avait envoyé, c'est lui qui disait qu'on lui appelait, ils veulent voir, il les a rembarrés. Deuxième fois, il les a encore rembarrés. Troisième fois, il dit, bon, écoutez, je vais aller voir ce qu'il veut dire, etc. Écoutez. Ben, il est allé, il est revenu. Il était devenu l'avocat d'Adema. On a su lui parler. Par quelle magie? Vous voyez? Vous voyez, c'est des gens comme ça, vous voyez, les Français aussi, c'est-à-dire que les dirigeants français, c'est-à-dire qu'ils trahissent leurs valeurs, toutes les valeurs dont ils font cas, dont ils se vantent, etc. Mais concernant l'Afrique, ils piétinent ces valeurs-là. Rocard est devenu avocat de la dictature togolaise. C'était un traître. Il faut que les gens le sachent, ce gars-là. Bon, quelques jours de rage, nous l'ont dénoncé en France, etc. Mais ça n'a pas eu l'écho que cela nécessitait, parce qu'on n'était plus très en cours aussi à l'époque, etc. Non, mais c'est comme ça que beaucoup de gens sont. Et ces gens se disent de la gauche. Et il n'y a pas... le régime français qui a le plus soutenu la dictature d'Adema, c'est le régime Mitterrand. Socialiste. Et dont le fils avait pignon sur rue ici, etc. Je me souviens aussi d'ailleurs que l'épisode, je ne peux pas m'attendre de l'année, mais quand ils ont prépositionné des légionnaires au Bénin, parce qu'ils craignaient que... C'était en 93. 93, Rawlins menaçait de... Non, c'était pour mettre Rawlins en garde. Parce qu'il avait aligné des chars à Dénou pour intervenir en faveur de la démocratie togolaise, avec Kofigo qui a été attaqué à l'époque. Donc, la France a fait prépositionner des paracommandos au Bénin et c'était pour dire, Rawlins, méfie-toi, si tu attaques, on te détruit. Non, c'est une menace directe. Non, il ne peut pas, se permettre. Il ne peut pas se permettre sans armée française. C'était ça, ce sont les gens. Donc, c'est-à-dire que ces gens qui nous donnent des leçons de démocratie, au fond, ils soutiennent la dictature tant qu'ils peuvent nous piller, nous maltraiter, etc. Il faut que les gens africains, les Togolais en particulier, sachent que l'extérieur est dangereux et hostile pour nous. Absolument. On ne doit compter que sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit aussi avoir des oppositions, des partis politiques démocratiques, avec des gens sérieux, des sérieux. Il y a trop de vauriens parmi cette classe politique de l'opposition. On ne peut pas faire confiance à des gens qui nous ont colonisés. Non, jamais. Jamais. On peut pas. Nos pires ennemis, comment on peut leur faire confiance? C'est ça le drame en Afrique des Africains. C'est-à-dire que nous admirons nos pires ennemis, nous alignons derrière eux, etc., etc. Nous faisons leurs marionnettes, etc. Alors que ces gens ne nous aiment pas. Je ne parle pas des peuples en tant que tels, mais de leurs dirigeants, qui sont des canailles. Canailles complets. Oui. Ils sont prêts. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens... Non, mais ce sont des voyous.
Ce sont des voyous. Et Ils se moquent de nos qu'on querelles. crève les Africains ici, etc., ils s'en fichent complètement. Complètement, ils méprisent. C'est-à-dire qu'ils se moquent. Et maintenant, quand ils ont le contre-coup avec la migration, les gens qui fuient la dictature, le régime, etc., on se plaint migration, migration, migration. Les peuples sont tellement manipulés dans ce pays-là, dans ces pays-là. Mais je disais ça à une conférence la dernière fois, mais comment peut-on venir au pouvoir avec comme programme la migration? Et il y a combien de migrants qui viennent chaque année dans le pays? Même 5 000, 10 000, c'est rien, c'est une goutte d'eau pour 70 millions d'habitants. Est-ce que ça peut être un programme? Non. Ça? Oh, c'est ça justement leur programme. On vote à cause de l'immigration. Mais c'est la manipulation. C'est-à-dire que ces gens trompent leur peuple. Complètement. C'est des misérables. Ça, c'est sûr. Ils trompent leur peuple, ils les manipulent. Et ça, je dis, c'est ce que j'appelle la zombification des peuples aujourd'hui. Parce que les gens sont décérébrés. Il ne faut plus penser par soi, on pense à votre place et ça suffit. Et même, parfois, on fait une politique contre toi, on te dit que c'est pour ton bien. Et c'est la même chose, quand les hommes dominent les femmes dans nos sociétés, on impose des choses aux femmes, on te dit c'est pour ton bien. On te frappe, c'est pour ton bien. Et les gens l'ont intériorisé, ils finissent par y croire. C'est pour ton bien. C'est terrible. Alors que c'est contre toi. C'est ça la zombification de nos peuples aujourd'hui. Vous voyez, l'Amérique et élit Trump, ce vaurien-là. C'est grave, la moitié des Américains sont derrière ce vaurien. Si vous voyez donc l'importance, la force des médias. On fait Obamacare, la sécurité nationale, pour les malades, les pauvres. Et on dit tous, c'est le communisme, communisme. Alors que la sécurité sociale, oui, sécurité sociale existe en France de 1935 au moins. Après la guerre. Et on dit, oui, communisme, communisme. C'est quelle connerie ça? Tu es malade, on prend 80% de tes frais en charge. Tu dis non, toi le pauvre qui ne peut pas te soigner, tu dis non. Mais comment, c'est l'abrutissement. Il faut se souvenir que les États-Unis, c'est un pays où régulièrement, chaque année, des gens tuent des dizaines des enfants de l'école maternelle. Quelqu'un prend une arme, va tirer. Et ils ne trouvent pas, jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé moyen de faire une loi pour interdire le port d'armes. C'est les lobbies. Jusqu'à présent. C'est les lobbies de fabricants d'armes. Régulièrement, on tue des gens à l'école et ils n'ont pas trouvé ça. Obama, c'est aussi les laboratoires parce que l'État risque de casser les prix. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont cyniques, c'est-à-dire que... Donc, on transforme les peuples en troupeaux de moutons. Et c'est ça qui est grave. Sur l'Afrique, ils ne disent pas la vérité. Et je donne souvent, en religion, l'image aux étudiants. Vous avez dit que, vous voyez, dans les images chrétiennes, là, on voit souvent Jésus avec un agneau sur l'épaule, avec la houlette. Là. Je dis, c'est vous l'agneau. Là. Parce qu'on veut faire de vous des moutons, des gens qui ne réfléchissent pas. Et on vous dit, ne jugez pas. Qui va juger? Nous sommes des êtres humains. Descartes a dit, je pense donc je suis. Donc vous renoncez au cerveau, mais c'est ça qu'on nous propose aujourd'hui. La renonciation au cerveau, à la réflexion, l'esprit critique, le doute. Alors le changement vient par là. Si tu ne doutes pas, qu'est-ce que tu es? Ça veut dire que tu ne réfléchis pas. Donc franchement, là, je suis un peu frustré, mais bon, on va devoir quand même, parce qu'il y a toute la partie de tes œuvres, toute la vie littéraire qu'on va aborder. Là, mais quand même, et c'est une question un peu que on m'a demandé de te poser, c'est que, bon, l'état actuel, la déconfiture actuelle de la situation politique au Togo, des partis politiques, il n'y a plus d'opposition. Comment tu vois l'avenir? D'abord, toi-même, à un moment donné, je crois que tu t'es désengagé un peu de la vie politique active, parce que tu as été quand même... j'ai démissionné du CAR en 2001, je crois. C'est ça, enfin relativement tôt, quoi. Avant qu'il soit devenu Premier ministre? Avant cela. Donc tu as démissionné, en fait tu as cessé d'être actif en politique. En politique, voilà. Mais je suis toujours dans la société civile, à la Ligue. Mais la politique, non, tu as... Dans le bureau, j'ai fait 14 ans dans le bureau de la Ligue togolaise de Dordogne. C'est beaucoup, c'est pas mal. J'en suis toujours militant d'ailleurs. Et donc là, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, que tu n'y crois plus, c'est cela. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut... parce que voyez-vous, nous avions un idéal au départ. Mais au fur et à mesure que les choses allaient, on a constaté que les gens prenaient une autre route. C'est-à-dire, les ambitions étaient là. Notre chef, le président du parti Agboïbo,
qui avait fait de la présidence une obsession. Et dans un parti, il y a les militants, il y a les dirigeants qu'on connaît. Mais autour, il y a des réseaux. Des réseaux invisibles. Ouais, mais qui sont très actifs autour des membres du bureau et surtout du leader. C'était surtout du leader parce qu'il y a des gens comme Afan et moi, ils ne pouvaient pas nous approcher. Hein. Ils faisaient même comprendre à Gouibo que s'ils suivaient des gens comme nous, Afan et moi, qu'ils ne seraient jamais présidents. Tu vois? Or, ils voulaient à tout prix. On suivait des principes, une logique, etc. Parce qu'avant, dis-toi au début, Agouibo était au moins 3 fois chez moi à la maison à Niconakoué, chaque semaine. Hein. Tous les gens de mon quartier le connaissaient. Ils venaient tout le temps chez moi. Ouais. Donc, à un moment donné, il ne venait plus. Il s'était détaché. Et on sentait également les choses changer parce qu'il y avait des réseaux extérieurs qui lui faisaient croire des choses. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et on s'était éloigné de la ligne de départ, celle qui avait suscité l'enthousiasme de la population. Et faire gagner les élections au CAR en 1994 malgré les fraudes du RPT. Donc, quand les gens ont vu que ce n'était plus la ligne, aux élections suivantes, le CAR, c'est la présidentielle, et Agouibo a eu 15% ou quelque chose comme ça. C'est ce qui est arrivé à l'ANC aussi. Hein. C'est ce qui est arrivé à l'ANC d'une élection à l'autre. Oui, les choses se répètent. Parce que quand tu dis tu vas faire le changement et tu n'as pas pu le faire, j'ai étudié l'électorat togolais, on te laisse passer 1 fois, 2 fois. Au bout de 3 fois, on te dit merde, tu ne fais pas l'affaire. Non, mais c'est clair. C'est la même chose qui est fait avec l'ANC. C'est complet, hein, exact. Quoi. Tout à fait. Donc, voilà la situation. C'est-à-dire que lorsque des ambitions personnelles perturbent une lutte pour le changement d'un peuple, où on veut des postes à tout prix, non, on n'est pas là pour être ministre aussi. Bon, ce qui m'avait plu, là où j'étais fier du CAR, c'est lorsque, après les législatives, Edem Kodjo a été pris par la France et Yadema pour casser le CAR, puisque des barons du RPT avaient dit à l'époque qu'on ne laissera plus jamais faire ça. Qu'ils ont été surpris. Par les élections, par la victoire. Oui, par le score, que ça n'arrivera plus jamais. Ouais. Donc ils vont boucler les choses par la fraude. Alors, ça a commencé, on a arrêté, on a commencé à flinguer plein de militants du CAR à l'époque, des militants en vue. Il y avait des crimes à Bakpem, il y a eu le député Aidé Gaston Aidé Aziadouvo, Aziadouvo Aidé, qui a gagné dans le Yoto sans même faire campagne pratiquement, à 90%. Et quand il s'est décidé avec son ami, le gendarme à la retraite, j'ai oublié son nom, le prénom Martin quelque chose, il revenait du Yoto à Lomé, on les a arrêtés en route, hein. Les militaires les ont attrapés en route, on les a conduits dans une villa, dans la caisse sociale en face de l'université, ils ont été effroyablement torturés là-bas, et on les a conduits dans une brousse à Détikopé, là. C'était le désert à l'époque, c'était encore habitué, et c'est là on a voulu les brûler vifs. Donc le chauffeur, lui, a pu prendre la fuite. Et c'est lui qui a alerté le CAR. C'est comme ça que le CAR l'a mis à l'abri au Ghana, etc. pour qu'on ne l'attrape pas, comme c'était un témoin gênant. Donc ils ont brûlé vif le député Aziadouvo Aidé avec son compagnon, là, le jardin Martin, j'oublie le nom, etc. Ils ont été brûlés vifs. Donc, mais pourquoi? Sans avoir jamais siégé. Mais juste, ah oui, ils n'ont même pas... Non, jamais siégé. Ils veulent le gagner, ils regardent Lomé pour qu'on installe l'Assemblée. Et là, on n'est même pas assemblée, et on l'a brûlé vif. Pour susciter la terreur. Vous allez gagner, bon, vous allez voir ce que vous allez voir. Et plein de militants en vue à l'époque étaient assassinés, des militants de base. Même, il y a eu un assassinat à Saint-Domé, dans le Yoto, dans un village. Le responsable du CAR dans ce village-là, comment il s'appelle là? Oh, j'oublie son nom. Mais des milices sont allés chez lui. On dit, ah, les gens croyaient que c'est des simples voleurs. Ils l'ont fait baisser à genoux comme ça. Ils l'ont fait baisser debout, baisser, le corps penché, les jambes écartées, et ils lui ont tiré dans les couilles. Et toutes les viscères sont sorties comme ça. Et pendant que, avant de le tuer,
sa petite fille qui dit, ah oh, hein, j'ai 25 francs ou 50 francs dans ma tirelire, prenez ça et laissez mon papa. La vieille mère aussi qui supplie, etc. Hein, vous voulez de l'argent, on a peine. Etc. Non, et on l'a flingué comme ça. Et toutes les tripes étaient sorties dehors. Il y a tellement de crimes dans ce pays pour que quelques canailles restent au pouvoir. Il faut le dire, parce qu'ils n'ont même pas de projet. Pour eux, c'est d'être au pouvoir pour le pouvoir, avec tout ce que ça leur apporte comme privilèges, etc. Sinon, le pays ne serait pas par terre. Si ces gens connaissaient la honte, au moins ils auraient démissionné. Parce que le pays est pas en 60 ans d'indépendance. Vous voyez où nous sommes. Notre jeunesse va se sacrifier, mourir dans le désert ou en Méditerranée, etc. etc. C'est la fuite. Hein. Les Togolais votent avec leurs pieds. C'est terrible. Et ils ne veulent pas partir. Donc au Togo, on ne change pas une équipe qui perd. C'est ça la règle. Ah, c'est dur, ça. Voilà. Dur, non, il y a eu tellement de crimes. Notre histoire est assez horrible. Hein. Nous sommes vraiment une histoire horrible. Des gens assassinés comme ça. La campagne de terreur, c'est-à-dire parfois on prend des gens à l'aveuglette et tu te dis, mais il n'est pas dirigeant politique, il n'est pas un activiste. Justement, c'est-à-dire que toi, simple citoyen, ça peut t'arriver aussi. C'est ça la terreur. Hein? Parce que la terreur, même quand on torture des gens, parfois, on les laisse sortir et vous voyez comment ils sont bousillés. C'est pour dissuader les autres. Donner une leçon, ouais. Ne fais pas, c'est ce qui va t'arriver. Ouais. Et tu vois les parents qui disent, à mon enfant, il ne faut pas faire de la politique. Hein. Non, ne fais pas, ne te mêle pas de ça, ne te mêle pas de ça, etc. Alors, qui va le faire? Qui va le faire? Et justement, c'est ça aussi, quoi. La situation est bloquée là, non? Oui, bon, il n'y a plus d'opposition. On ne sait pas où on va. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que l'opposition a démissionné complètement. Et on est là. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils se combattent entre eux. C'est l'autodestruction. C'est dingue, quoi. C'est des irresponsables, des criminels, quoi. C'est-à-dire, le dictateur est là, il le laisse et ils se flinguent entre eux. Mais je n'ai jamais vu autant de conneries, quoi. C'est-à-dire que, bon, est-ce que c'est possible? Hein? Tu te dis, mais est-ce que c'est tel opposant qui est le président? Et tel autre qui est au pouvoir? Non, vous n'avez pas le pouvoir, mais vous vous flinguez. Ben, ils font le jeu du pouvoir. Ce sont des traîtres, hein, des irresponsables, des traîtres, hein, et des criminels. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a plus d'opposition. Et ça arrange tout le monde, eux-mêmes et le pouvoir. Hein, voilà la réalité.